Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Moderniser la lettre de crédit pour soutenir le commerce international. Maxime Giresse, CEO et cofondateur de Tulip. Pour pouvoir gérer le risque, il faut intégrer plusieurs parties prenantes. Il faut intégrer le transporteur. Lui, c'est lui qui va prendre la marchandise et la transporter de la Chine en France, dans notre exemple. Donc, c'est pas simplement du paiement. Il faut mettre tous les acteurs de la chaîne de valeur au sein du même endroit pour pouvoir vérifier et supprimer le risque. Donc, c'est un business totalement différent du paiement à l'international. C'est quelque chose de beaucoup plus administratif et le paiement n'est juste un moyen, en fait, de réaliser la transaction et de la garantir, tout simplement. Esquissé en 2021, le projet de Tulip a vu le jour il y a 1 an maintenant. Après de belles expériences chez IBAN First puis chez Revolut, Maxime a identifié une opportunité dans le trade finance. Cette activité de financement du commerce international, historiquement dominée par les banques, est d'une complexité et d'une lenteur incroyable et laisse le champ ouvert pour la résolution d'un beau pain point. Vous allez découvrir comment Tulip améliore la gestion de la lettre de crédit, de la création du compte d'escrow à la libération des paiements. L'occasion aussi pour nous de revenir sur les fondamentaux du commerce international et les besoins essentiels des PME pour fluidifier ces transactions. Une jeune start-up au destin prometteur. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, salut Maxime. Salut Solène. Trop contente que tu me rejoignes pour prendre un café avec Eugène, qui est ton CEO, qui est là juste pour nous écouter prendre un café. On va pas faire trop long, Eugène. Bienvenue sur FinScale. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Ouais, Maxime Giresse, 28 ans. Je suis le fondateur de Tulip, une start-up dans le trade finance basée sur Paris. Ouais. Et avant, Tulip, moi je connais tout ton passé, mais je pense que l'audience ne connaît pas tout le détail. Donc donne-nous un petit peu quelques références sur tes expériences professionnelles avant Tulip. Bien sûr, alors j'ai toujours travaillé dans le paiement à l'international, pour IBAN First au départ, avec Patrick, que tu connais vachement bien. Ouais. Donc moi j'étais dans la salle des marchés avec eux, donc je gérais tout ce qui était relations clientèle sur les paiements internationaux, B2B, FX, etc. Je suis passé rapidement après par Revolut sur le même genre de poste. Ouais. Et donc voilà, donc une expérience sur les paiements internationaux, sur le FX plus particulièrement à l'époque, qui m'a guidé vers Tulip et ce qu'on monte aujourd'hui. Super, donc un beau palmarès de boîtes déjà sur ton CV. Alors le trade finance, tout ce qui est lié au flux dans le cadre du commerce international, c'est beaucoup plus que du paiement. Donc j'aurais aimé peut-être revenir un petit peu aux racines, à des éléments peut-être plus macroéconomiques que tu puisses nous partager pour qu'on se rende compte un petit peu de la pénibilité que c'est pour des PME, des entrepreneurs qui travaillent au niveau international. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette fragmentation du commerce international et en quoi ça peut avoir un impact sur justement les flux de ces PME ? Le trade finance, c'est quelque chose qui est très vaste en fait. Ça, on peut parler de paiement, c'est tout ce qui est lié aux échanges internationaux entre les entreprises, donc de l'import et export. Ça peut être de paiement à l'international, ça peut être du financement, ça peut être de la garantie. Il y a toute une nébuleuse de produits en fait qui peuvent en découler. Et aujourd'hui, la façon dont c'est structuré, ça va être structuré, c'est déjà forcément un commerce mondial. Donc en fonction des pays, il va y avoir des différences entre l'accessibilité sur le financement, sur les garanties et autres. Après, en fonction des industries, ça va aussi être très fragmenté. Mais ce qui les dit tous, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'import et de l'export pour rentrer dans le trade finance. Quelles sont les problématiques que retrouvent ces entrepreneurs, ces PME, quand il va falloir faire des livraisons à l'autre bout du monde ? Il y a une question de risque, en fait, qui est sous-jacente au trade finance. Le risque de contrepartie, le risque de fraude, le risque de perte de la marchandise et ainsi de suite. En fait, quand on est une petite PME qui importe, on a un risque de trésor qui est super élevé. On va payer, quand on importe la plupart du temps, on va payer grosse facture, 50, 60 000, voire beaucoup plus, parce qu'on va pas s'amuser à importer tous les jours. Donc c'est des grosses commandes. Donc il y a un risque en fait pour les deux parties, que ce soit pour l'acheteur et pour le vendeur, de pas être payé ou de payer et jamais recevoir sa marchandise. C'est un risque sous-jacent. Moi, je prends souvent l'exemple au quotidien quand nous, on achète quelque chose, si on achète un tableau, on va voir le tableau avant de le payer et on va pas le payer et après, on va nous envoyer le tableau. Donc, c'est une question de risque de contrepartie qu'on gère tous au quotidien dans nos vies quand on achète quelque chose, mais que les boîtes et que les PME, surtout, ont du mal à gérer de leur côté parce qu'elles n'ont pas accès à ces produits bancaires
que les gros groupes peuvent avoir accès, comme la lettre de crédit, les paiements against documents et ainsi de suite. Alors dans les échanges que tu as pu avoir dans cette phase d'exploration, phase au cours de laquelle j'ai fait ta connaissance il y a 3 ans, quelles sont les principales difficultés que tu voyais dans les discussions que tu avais avec probablement d'ailleurs plus le chef d'entreprise que son directeur financier, parce que c'est des boîtes où il n'y a pas forcément de directeur financier? Exactement. En fait, la plupart de nos interlocuteurs principaux sont les directeurs d'achat et les directeurs commerciaux, parce que c'est eux qui vont gérer la relation avec le client ou avec le fournisseur. Ouais. Et c'est eux qui vont négocier les termes de paiement. En fait, les termes de paiement, c'est super clé dans notre business, parce que, disons, le fournisseur en Chine va demander un paiement en avance à la commande ou avant que la marchandise soit sur le bateau, alors que la boîte française et le directeur commercial, lui, il a tout intérêt à avoir des délais de paiement à 30, 60 jours, 90 jours pour pas sortir de cash flow. Et surtout sécuriser le fait qu'il va bien recevoir sa marchandise at the end of the day, quoi. Et donc nos interlocuteurs principaux dans les négociations au départ, c'est les acheteurs et les commerciaux sur ce genre de problématique, et le directeur financier et le chef d'entreprise arrivent après, en fait. D'accord. Alors, tu m'as fait passer un nombre assez massif, merci, je te remercie d'ailleurs, de rapports sur le trade finance, que je partagerai d'ailleurs avec l'audience dans ma newsletter. Malgré toutes ces vagues de digitalisation et toutes les fintech, très grosses fintech, comme Wise, IBAN First, etc., on a le sentiment quand même qu'il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles sur le marché. En quoi ces solutions-là ne répondent pas spécifiquement à ce besoin, et notamment de gestion du risque dont tu parlais tout à l'heure? Parce que, en fait, c'est assez simple. Pour pouvoir gérer le risque, il faut intégrer plusieurs parties prenantes. Il faut intégrer le transporteur. Lui, c'est lui qui va prendre la marchandise et la transporter de la Chine en France, dans notre exemple. Donc, c'est pas simplement du paiement. Il faut mettre tous les acteurs de la chaîne de valeur au sein du même endroit pour pouvoir vérifier et supprimer le risque. Donc c'est un business totalement différent du paiement à l'international. C'est quelque chose de beaucoup plus administratif, et le paiement n'est juste un moyen, en fait, de réaliser la transaction et de la garantir, tout simplement. D'accord. Mais donc, il n'y a personne qui s'était posé sur ce sujet-là. Il y en a qui se sont posés dessus, bien sûr. On n'est pas les premiers. Il y a des banques qui ont créé des consortiums pour digitaliser les lettres de crédit et leurs différents produits, comme WeTrade, qu'on a connu en France, Congo en Suisse, qui est encore en vie. Ouais. Mais c'est quelque chose de très, très bancaire. En fait, la problématique d'une banque sur ces produits-là, c'est qu'il y a toujours, pour faire une garantie, il y a toujours la banque A et la banque B, banque de l'acheteur et la banque du vendeur. Et donc, elles s'échangent des documents, donc c'est des process très lourds. Et il y a l'équipe middle office chez eux, il y a l'équipe compliance, il y a le sales des deux côtés à nourrir, donc c'est des produits qui coûtent vite très très cher. Ouais. Et donc, ils ne sont pas forcément accessibles pour les PME comme c'est structuré aujourd'hui. Ouais. La lettre de crédit, si on prend, c'est le premier gros exemple du trade finance en termes de produits financiers, elle est apparue à la fin du 18e. Elle a été réglée en 1933 avec les UPC, donc les Uniform Rules, les règles qui dirigent la lettre de crédit. Et ça n'a pas spécialement changé. Ils s'envoient encore des documents par papier. Il y a 5 jours de procès. Par fax ? Ouais, alors, je ne sais pas si ça marche par fax. Ils s'envoient un message Swift et après, ils s'envoient les originaux par papier et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est ancré, qui n'est pas du tout digitalisé. Ouais. Là, ils essaient de le faire avec Congo et ses consortiums. Mais c'est des échanges internes, en fait, entre banques. Ça ne touche pas les PME. Et c'est quelque chose qui n'est pas accessible en fait pour les PME, parce que les banques vont pas garantir des transactions à 500 000 euros, voire même à 1 million, sans que ça soit full collatéralisé, parce que il faut nourrir la banque A et il faut nourrir la banque B. Ouais. Et c'est là où en fait nous on intervient, c'est qu'on a digitalisé ce process-là en créant une alternative où on sécurise la transaction entre l'acheteur et le vendeur sur un compte de garantie chez notre partenaire financier. Et après, en fait, on fait le travail de la banque, des checks administratifs, de la bill of lading et ainsi de suite, de manière totalement digitalisée. Alors, est-ce qu'on parle de escrow, en l'occurrence ? Service d'escrow, c'est bien de ça dont on parle ? Exactement. En fait, l'escrow est le compte de garantie qu'on utilise. Donc, c'est le compte où on va venir bloquer l'argent de l'acheteur, qui sera visible par le vendeur. Et avec une liste de documents à nous fournir, nous, on va vérifier tous ces documents-là. Et si tout est bon, le vendeur sera payé en temps et en heure. Donc voilà, l'escroc est un moyen en fait pour nous de réaliser notre business, c'est être sûr que l'argent de l'acheteur puisse payer le vendeur. En fait, donc on Attends, je t'interromps parce que là tu vas trop vite pour moi. Pardon. Si on regarde les différentes étapes clés du processus depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'escroc, si on prend par exemple ce vendeur de bois dont on parlait avant d'enregistrer l'épisode, on va prendre l'exemple typique de cet homme qui a une grosse aciérie, d'accord, qui exporte du bois en Chine. Le bois va mettre à peu près 3 mois à arriver à Pékin. Comment est-ce que, s'il souhaite d'ailleurs couvrir le risque de cette transaction, est-ce que tu pourrais vraiment nous décomposer toute cette chaîne de valeur ? Ce qui va se passer, donc notre monsieur qui exporte du bois
va déjà commencer à négocier avec son client en Chine, en demandant à son client en Chine de le payer directement. Donc déjà, il y a une conversation entre le client et son fournisseur. Ça n'arrange pas le client, niveau commercial, c'est pas super sympa de demander de payer 3 mois en avance. La marchandise va rester sur un bateau pendant 30-45 jours juste sur le bateau et après il y a le dédouanement et ainsi de suite. Donc ça frustre en fait beaucoup de boîtes et il y a beaucoup perdent des deals à cause de ça, des transactions, parce que les conditions de paiement ne sont pas les bonnes. Et ils s'assurent ou pas en général ? Oui, il y a des assurances ad valorem sur la marchandise. Ils peuvent potentiellement travailler avec la Coface, Alliance Trade et autres sur des couvertures de crédits clients, mais ils n'ont pas tous accès à ces crédits clients-là, surtout les PME. Toutes les PME ne travaillent pas avec des gros groupes, elles travaillent aussi entre elles, donc elles n'ont pas forcément accès à ces assurances crédits. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Il négocie avec son fournisseur en Chine. Si ça passe pas, il va aller se rapprocher de sa banque. Avec sa banque, il va discuter avec son banquier et il va dire à son banquier, ok, moi j'ai besoin d'une solution, mon client ne veut pas me payer en amont pour me couvrir. Le banquier va lui proposer différents produits, dont la lettre de crédit. Il va négocier la lettre de crédit. Déjà, la banque doit accepter d'offrir une lettre de crédit à son client. Potentiellement, elle va demander à son client de collatéraliser, donc c'est-à-dire de bloquer l'argent sur un compte chez eux pour être sûr qu'au moment où son fournisseur va le payer. Une fois que ça s'est fait, la banque émet les documents, il fournit les documents à son client, au moment où son client va le payer. Au moment où le client va le payer. Oui. Il fournit les documents. Alors, sa banque lui fournit les documents, lui fournit les documents du crédit documentaire à son client chinois. Documents papier ? Non, documents papier qui digitalise et qui renvoie après. Voilà, non mais juste, j'aimerais bien que tu identifies vraiment clairement le pain point. C'est du papier, c'est négocié. Après, il y a des emails, et après, il y a un message Swift qui part pour dire que la banque A a dit oui à la banque B, et ainsi de suite. Et après, c'est ça, à ce moment-là. Et les fonds sont versés à ce moment-là ? Non, ça c'est de départ, c'est juste la création du produit. On n'a pas encore fini. Là, on en est déjà à J+15. C'est le début du schmilblick là. Une fois que ça s'est fait, donc la lettre de crédit est mise en place. Donc il y a un contrat ferme où chaque virgule est importante. C'est ancré dans le marbre et c'est super compliqué à bouger. Il coupe son bois, il envoie son bois, le CMA CGM qui s'occupe du transport du bois récupère le bois et fournit les différents documents à notre exportateur, à notre boîte de série. Ces documents-là, lui, il va les fournir à sa banque, donc des bill of lading, des déclarations de douane, des factures commerciales et ainsi de suite. Sa banque a 5 jours ouvrés pour tout vérifier. Une fois que tout est vérifié, ils envoient un message Swift à l'autre banque. Ils envoient les documents de manière physique, fax, digitale aussi dans certains pays, parce que maintenant ils digitalisent quand même un peu. La banque, de l'autre côté, a de nouveau 5 jours ouvrés pour vérifier tous les documents et voir que tout s'est bien passé. Et après, il y a un accord. Et c'est là où le paiement part. Donc c'est par transaction. C'est par transaction. C'est par lettre de crédit et ça a chaque import-export, effectivement. Ok. Donc ça, tu réalises comment d'ailleurs ? Tu t'es penché sur le sujet ? Sorti du Covid, on retourne dans la salle des marchés chez IBAN First. Et là, nos clients, ils ont de la marchandise bloquée, ils ont payé des fournisseurs et autres. Et là, on se dit, mais il y a forcément un moyen de garantir tout ça. C'est quand même bizarre parce que tu l'évoquais en plus dans l'épisode avec Patrick, c'est que tu peux pas faire de return de paiement. Une fois que tu as payé, c'est ton bénéficiaire qui doit te renvoyer l'argent. Sinon, il y a pas tu peux pas dire à ta banque non, il m'a rien envoyé, rappelle mon paiement, etc. Donc on s'est dit, il y a forcément des produits de garantie. Et on entendait de temps en temps parler de crédit documentaire, parce qu'il y a souvent du change aussi lié au crédit documentaire. Et c'est pas très transparent, les cours de change derrière les crédits documentaires aussi. Ouais. Et on n'arrivait pas à les récupérer tellement que ça en salle des marchés, parce que c'est ancré dans le contrat. Et c'est là où on s'est posé la question, on a commencé à regarder. C'est là où on a échangé avec les banques, en fait, au départ, et avec les PME. On a eu un retour de PME où ils nous disaient « Ah, c'est cool ça comme produit, j'étais pas au courant que ça existait », ou ceux qui étaient au courant « Non, c'est trop cher », et ainsi de suite. Donc l'idée de base, c'était de faire un agrégateur en fait, de crédits documentaires, nous de signer les PME, et de les streamer à toutes les banques. Et les banques qui n'avaient pas forcément ce client, mais qui acceptaient de faire ce crédit documentaire-là, reprenaient le client. Super retour des PME. Les banques avec qui on a discuté nous ont donné une petite tape dans l'épaule en disant sinon, si on l'avait pas fait avant, c'est qu'il n'y a pas de solution. Ouais. Et donc c'est là où en fait on est allé vers Tulip et qu'on a essayé de créer une alternative en fait. Super, et c'est là qu'on s'est parlé. C'est là où on s'est parlé, où on a commencé à parler agrément, régulation et autres. Et tu m'as sûrement fait économiser beaucoup d'argent et de temps. Voilà, ouais. Parce que la question c'est, est-ce qu'il faut aller vers un agrément ? Est-ce qu'il faut aller se mettre les pieds dans un environnement qui est quand même très contraignant ? Et vous êtes lancé, quelques mois après, sur quelque chose de finalement assez simple. Est-ce que tu pourrais nous décrire le setup que vous avez mis en place ? Ouais. En fait, on a mis une plateforme en place totalement transparente où
le client lui-même va envoyer en Donc fait la PME, exactement, qu'elle soit importatrice ou exportatrice, va créer ce que nous on appelle un deal, une transaction chez nous, qui est un escrow agreement, un contrat tripartite entre l'acheteur, le vendeur et Tulip. Nous on valide cette transaction elle est envoyée automatiquement à la contrepartie. La contrepartie la valide les règles en fait de ce contrat, donc les documents que le vendeur doit fournir pour débloquer la marchandise, les dates de paiement, s'il y a un paiement ou s'il y en a plusieurs, si on doit décaisser plusieurs choses. Une fois que ça s'est fait, une fois que c'est validé, le contrat est en fait marqué dans le marbre et le contrat ne change pas. Il faut avoir une validation des 3 parties pour que le contrat change. C'est fait totalement de manière digitale. Une fois que ça s'est fait, l'acheteur soit vient virer les fonds chez nous pour prouver pour que le vendeur envoie la marchandise, soit il va le faire financer par un de nos réseaux de partenaires qu'on a derrière qui, eux, sont des boîtes de financement. Une fois que l'argent est bloqué chez nous, le vendeur envoie la marchandise, nous fournit les documents, donc les déclarations de douane, des bill of lading, potentiellement des inspection certificates. En fonction, il y a une ribambelle de documents qu'on peut demander. Ça, c'est l'acheteur et le vendeur qui décident. Nous, les deux mandatories, c'est la bill of lading et les custom declarations. Et après, plus il y a de documents, plus il y a de sécurité, plus potentiellement il y a de parties externes qui rentrent en jeu aussi dans la vérification. Comment est-ce que tu gères le risque des sociétés factices ? Quel genre de due deal vous faites sur les boîtes qui sont vos clients ? En fait, tous nos clients passent par un KYC, une due diligence, via notre partenaire financier. Okay. Donc on regarde et on vérifie, on n'onboard pas n'importe qui. On ouvre des comptes, les fonds de nos clients sont protégés sur des comptes qui leur appartiennent, donc c'est pas sur nos comptes propres. Donc il y a toute une due diligence financière qui est faite sur chaque boîte qu'on onboard. D'accord. Alors, vous couvrez 60 pays et 25 devises. Ouais. Tu parlais de partenaires bancaires. Avec quel genre de parties prenantes vous avez été obligé de mettre en place des partenariats pour pouvoir faire fonctionner vos services ? Ouais. Alors, on travaille avec un établissement de paiement qui s'appelle Rapid, qui est israélien. Pour ça, c'est grâce à eux qu'on fait, on peut être présent partout dans le monde dès le départ. C'est Rapid qui a fait le job des agréments, des licences et qui nous permet de faire au quotidien notre métier. Donc ça, c'est le gros de notre partenaire. C'est notre partenaire financier, bancaire, c'est lui qui va ouvrir les IBAN pour les escrocs, pour nos clients, etc., pour les comptes de garantie. C'est toujours bizarre de dire escroc en français, ça fait très arnaqueur. Donc compte de garantie. Et après, donc, on a d'autres partenaires à travers le monde qui sont là, des boîtes de financement, donc avec qui on peut faire du factor ou du reverse factoring en fonction Comme qui, par exemple en France, on travaille avec Defacto, on travaille avec Carmen, on discute avec Aria, avec d'autres, on travaille avec Mercor au UK, on travaille avec ChocoUp en Asie, et on en onboard au quotidien. On a des clients, en fait, ce qu'on a remarqué, c'était la découverte après le lancement, c'est qu'on a beaucoup de clients internationaux dès le départ. On a des clients en Chine, on a des clients au Canada, on en a aux Pays-Bas, on en a en France. Donc voilà, on est mondial dès le départ. Et donc pour nous, c'est super important en fait, d'avoir cette chaîne de valeur partout dans le monde. Parce que, en fait, on onboard des clients partout dans le monde dès le départ. Ouais. Comme on travaille sur toujours 2 parties. Donc, tu as besoin d'en convaincre un, et après, il y a le deuxième indirectement qui t'a utilisé et qui veut te réutiliser après. Comment vous gérez la couverture du risque de change ? Alors, aujourd'hui, on se couvre pas sur le change. Nos clients ne se couvrent pas. C'est fait en spot directement dès qu'il y a une transaction FX et c'est fait via Rapid. Okay. Mais c'est une question qu'on va devoir se poser dans le temps, mais là c'est pas un use case qui nous arrive assez souvent. Le change la plupart du temps arrive en amont, ils font ça avec leurs partenaires financiers, ils font ça potentiellement avec IBAN First, Revolut, Wise ou d'autres en amont, et nous on reçoit la somme directement dans la bonne devise parce que nos contrats sont forcément libellés dans une devise. On va utiliser un escroc pour le faire, et donc même la boîte française qui importe depuis la Chine, il y a des dollars qui vont arriver chez nous en fait. Comment vous intégrez ces services-là d'escrow, des systèmes financiers opérationnels de vos clients ? Est-ce que ça nécessite de la part de vos clients de rentrer toutes ces informations dans votre outil, ou est-ce que vous avez déjà en place des intégrations ? Non, il faut qu'ils rentrent toutes les informations. On est jeune, on n'a pas encore fait d'intégration ERP, et surtout au niveau mondial, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes ERP. Il y en a quand même qui sont majeurs avec lesquels vous pourriez être connectés déjà. Oui, avec lesquels on pourrait être connecté. Après, les transactions qu'on vient sécuriser, la plupart du temps c'est des grosses transactions. On a une valeur moyenne de transaction à plus de 200 000 €. Donc c'est 1 ou 2 transactions maximum par mois par client qui passent par nous. Donc on pense à l'heure actuelle que se connecter dans leurs ERP, dans leurs solutions, c'est pas là où nos clients nous attendent, mais c'est plus sur la traçabilité, sur potentiellement les services qu'on peut leur rajouter pour avoir le but à terme ultime, c'est d'avoir toute la chaîne de valeur du trade finance sur le même espace pour que le client puisse gérer son assurance crédit, son assurance ad valorem potentiellement sur le transport, qu'il puisse traquer le transport en même temps, qu'il puisse le financer et puis qu'il puisse le garantir.
D'accord. Alors, il y a quand même une multiplicité d'outils qui sont disponibles pour plutôt les CFO. J'ai fait pas mal d'épisodes sur le CFO Stack. Ouais. Comment est-ce que vous parvenez, sachant qu'en plus, c'est un sujet qui est très souvent mal compris par les personnes en règle générale, et surtout quand tu t'adresses à des entrepreneurs, des directeurs de PME qui procèdent de la même manière depuis des années et puis qui utilisent peut-être déjà des outils CFO Stack. Comment est-ce que vous parvenez à faire émerger votre proposition de valeur dans ces différents groupes? Est-ce que vous passez par des associations pour vous faire connaître? Votre stratégie go-to-market, finalement, ça ressemble à quoi? Notre stratégie go-to-market, aujourd'hui, c'est faite par nos clients. En fait, c'est nos clients qui ont commencé à nous utiliser, qui se sont recommandés les uns entre eux, et après, ils ont fait une transaction avec nous. Alors, disons, notre client A, importateur, exportateur. L'exportateur qui n'était pas notre client est devenu notre client, a rebriqué sur ses clients à lui. Donc, en fait, on a une croissance interne directement avec nos clients. Nous, on appelle le network effect. Ouais. Et c'est comme ça, en fait. C'est des recommandations de nos clients vers nos clients. On travaille aussi avec des courtiers en commodité qui nous recommandent assez souvent sur leurs transactions. Et donc, on a des introductions tous les jours de nos clients vers d'autres clients. Maxime, il y a une étude que tu avais partagée avec moi qui relate en fait les lacunes en termes de financement de ce type de transactions internationales. Est-ce que tu peux partager vraiment quelques chiffres avec nous pour qu'on puisse se rendre compte de la profondeur en fait du marché auquel vous vous adressez? Ouais, en fait, il y a un organe qui s'appelle l'Internet Chamber of Commerce qui fait souvent des études là-dessus. Alors, les PME elles représentent notre économie à tous, dans tous les pays et autres. Mais c'est ceux qui sont les moins bien servis. C'est pour ça qu'il y a autant de fitness sur différents stacks, etc. Juste sur le trade finance, là ici et les chiffres qui sont repris par les gros cabinets de conseil, c'est 1,7 trillion de dollars qui manquent en termes de financement. Pourquoi? Et on revient sur l'exemple de notre crédit documentaire. C'est les coûts des banques sont tellement élevés sur ces produits de garantie qu'elles ne vont pas financer les PME et parce qu'elles ne comprennent pas et leurs facteurs de risque ne veulent pas prendre le risque et parce que ce n'est pas assez rémunérateur pour eux sur ces transactions-là. Il y a aussi des PME, faut pas se mentir, qui sont en mauvaise santé financière et on ne peut pas les aider aussi. Et tout à l'heure, tu parlais de fausses boîtes aussi. Il y a un paquet de PME aussi qui ne font pas de business dans le trade finance et qui essayent d'arnaquer tout le monde. Ouais. Donc voilà, donc tout ce gap en fait et tout ce marché qui est très très fragmenté, ça représente un gros trou en fait dans les poches des PME. Alors que c'est là notre credo à nous, c'est de nous dire si on les aide à se garantir, si on les aide à se financer, c'est là qu'elles vont grossir et c'est là en fait où on va leur permettre d'étendre leur volume de transactions, les étendre sur d'autres pays export. Quand une PME lance un nouveau pays, elle prend énormément de risques. Ouais. Je suis une boîte française qui dit je vais ouvrir au Vietnam un marché export avec un distributeur. J'ai jamais mis les pieds au Vietnam, j'ai pas forcément de garantie, j'ai pas forcément de financement pour la première commande. C'est un risque énorme qu'elles prennent. Ouais. Et c'est là notre job à nous, c'est de venir en fait les aider à garantir ça, à y aller de la manière la plus simple possible, sans passer des heures et des heures avec leur banquier et avec le banquier de la boîte vietnamienne et ainsi de suite, d'avoir une solution digitalisée et qui sécurise, je répète encore, l'acheteur et le vendeur pour répondre à ce gap en fait. Ouais. Alors vous avez fait, je ne sais pas si c'est officiel, une levée, ça y est, c'est officiel? C'est officiel, bon, ça sera officiel quand le podcast sortira dans tous les cas. Alors c'est cool, on peut en parler. Avec des super investisseurs, business angel et VC, donc j'aurais aimé que tu partages avec nous comment ça s'est passé. Alors cette levée, c'est 2 ans de travail. Cette levée, c'est 2 ans de travail, 2 ans d'échange avec Speed Invest qui a pris le lead sur notre tour. C'est un fonds avec qui on est très content de travailler parce qu'ils nous suivent et ils nous aident beaucoup depuis le départ. Ils nous ont présenté notre premier business angel, Didier Vallée, il me semble, à qui t'avais proposé toi aussi notre deal à l'époque de Smart Trade. C'est vrai. Il avait dit non. Il avait dit non, c'est vrai en plus. Il avait dit non et donc voilà, c'est un travail de 2 ans. Il y a eu plein d'introductions qui ont été faites par Speed Invest. Au départ, c'était on était trop tôt, on était trop petit, il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien, il n'y avait pas de clients. Et en fait, ils nous ont jamais lâchés. Ils ont toujours regardé, pris des nouvelles. Ils ont fait un travail on va dire commercial entre guillemets, de reprise de nouvelles, etc. Ouais. Et un jour, ça s'est fait. On a dîné avec Alexis. Alexis m'a regardé, il m'a dit c'est peut-être le moment. Là, on peut peut-être y aller. Ouais. Donc c'est là où ça s'est fait très très rapidement. En fait, ça s'est fait en 2 semaines et demie. Mais la réalité, c'est que ça a duré 2 ans. Top. Vous êtes combien maintenant? Il y a Eugène qui est à côté. Il y a Eugène qui est à côté. Il y a Gilles, mon cofondateur. Ouais. Et on sera 10 en septembre. Là, on est en train de recruter et on sera 10 en septembre. C'est quoi vos objectifs en termes de développement? Ce que vous êtes fixé avec Speed Invest et vos autres VC, investisseurs? Ouais, c'est d'arriver à 12 millions. Non, c'est 1 million d'euros de CA sous 12 mois.
ce qui est largement possible. D'accord. Bon, Maxime, tu sais très bien que ma dernière question, c'est celle de la recommandation. Donc, je te demanderai de nous partager avec nous une recommandation aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais changer un peu. Je vais pas donner un livre sur l'entrepreneuriat, mais je vais donner un livre qui m'a apporté beaucoup. C'est Son odeur après la pluie. C'est un livre entre un maître et son chien. J'ai en fait, avant de commencer l'aventure Tulip, quand j'ai quitté Iban First, j'ai trouvé un chien sur une plage et qui m'accompagne au quotidien. C'est vrai ? Quotidien, partout avec moi. Il n'est pas là aujourd'hui. Hein. Ah non, pas là où on enregistre. Je me suis dit, je vais laisser ça à la maison. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un maître et son chien et de la relation qui se développe de confiance entre un maître et son chien. Et moi, je sais que ça a été clé dans le développement de Tulip et la résilience qu'on a pu apporter sans lever au départ pour créer ce produit-là. Donc voilà, voilà Marocco. Merci beaucoup Maxime. Bon vent, bonne route avec Tulip. Merci beaucoup Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.